Vous avez sans doute reconnu dans cette image un des plus grands déserts du monde, le Sahara. Au-delà de l'image ou du mot qui le représente, le Sahara, c'est en fait une vaste étendue aride de 9 millions de kilomètres carrés qui s'étend sur une dizaine de pays d'Afrique et qui couvre 30% du nord de ce continent. Il est bordé sur sa façade ouest par l'océan Atlantique et c'est ce bord que j'ai longé sur plusieurs centaines de kilomètres depuis Tarfaya, au sud d'Agadir, jusqu'à Laayoune. Ce trajet, je l'ai effectué avec cette moto indienne, une Royal Enfield 500. Vous êtes probablement quelques-uns à m'avoir suivi dans le périple que j'avais fait il y a 2 ans dans le sud marocain. J'étais allé du sud-est, du côté de Zagora, Mamil. Cette fois, je ne suis pas encore au Maroc, mais je vais m'apprêter à y aller. Je pars dans quelques heures avec le bateau de la GNV. Mais contrairement à ce que j'avais fait il y a 2 ans, à l'automne 2022, je vais plutôt partir du côté du sud-ouest. Je vais longer le Sahara et l'océan Atlantique et je vais descendre sur Agadir et en dessous sur Tantan, Laayoune et peut-être Dakhla. Avant d'embarquer, il faut attendre quelques heures sur le quai. Les motards se sont regroupés entre eux. Le trajet va durer une quarantaine d'heures, le temps de relire des récits de voyageurs dont l'usage du monde de Nicolas Bouvier, le temps aussi de laisser filer ses pensées et de regarder pensif les ondulations de la mer et les longues traces blanches que le bateau laisse derrière lui. Au couchant, quand la mer caresse le ciel flamboyant, le spectacle est saisissant. On est maintenant dans le détroit de Gibraltar. Derrière moi, dans 1 heure, 1 heure et demie, on arrivera au port de Tanger-Med, à une trentaine de kilomètres de la ville de Tanger. Chaque matin, pendant une quarantaine de jours, j'accomplirai le même rituel. Faire mon sac, l'accrocher à l'arrière de la moto, vérifier les principaux points de sécurité et partir pour une nouvelle étape. Et bien voilà, je suis en plein dans le souk de Marrakech, tout près de la place Jemaa El Fna. Je vais rester ici 3 ou 4 jours, histoire de revisiter la ville, de me perdre un peu dans les venelles de la Médina. Et j'en profiterai aussi pour me rendre dans un garage de moto pour faire une vidange et procéder à quelques petits réglages. Et puis, je vais aussi retrouver des copains que je connais depuis presque une quarantaine d'années, et plus précisément, ce sont 3 frangins, dont l'un vient d'ouvrir un super resto dans le quartier de Guélise et qui s'appelle chez Fatima. Voilà, j'ai quitté Marrakech hier matin. Je suis maintenant quelque part entre Agadir et Sidi Ifni. Et vous le voyez, le décor a complètement changé et avec lui l'ambiance. C'est une ambiance saharienne qui va maintenant m'accompagner jusqu'à Laayoune et aussi quand je remonterai vers Tata, Foumsguide et Zagora. Sidi Ifni, petite ville paisible de 20 000 habitants à 160 km au sud d'Agadir. De la promenade qui court en surplomb de l'Atlantique autour de l'ancienne place d'Espagne, aujourd'hui la place Hassan II, on peut voir d'anciennes demeures et des monuments parfois laissés à l'abandon.
Il rappelle la période espagnole qui prend fin en 1969. Il faut aller au musée de la résistance et de la libération de Sidney Flood pour comprendre comment la ville s'est libérée. C'est vraiment magnifique et époustouflant. Vous avez là un bon exemple de ce que la nature est capable de créer, cet architecte universel, aujourd'hui un petit peu malmené, même beaucoup malmené. Je suis à une dizaine de kilomètres de Sidney Flood et je vais y rester encore une nuit. Et demain, je pars un peu plus au sud, mais cette fois, je vais faire une petite incursion dans le Sahara et aller visiter une oasis du côté de Guelmim. Là aussi, j'y resterai quelques temps, le temps de discuter avec les gens, de comprendre un peu l'histoire locale. Et puis après, je poursuivrai encore un petit peu plus vers le sud et je pense atteindre l'Aïoun dans 3 ou 4 jours. Allez, salut, suivez-moi, je vais vous amener faire un petit tour dans la palmeraie de Timur. Voilà, ça y est, j'ai garé la moto, je suis maintenant en train de visiter la palmeraie de Timkert. Alors cette palmeraie est à une quinzaine de kilomètres de Guelmim. C'est une palmeraie qui compte 650 familles, je crois qu'il n'y a pas loin de 5000 habitants. Il y a pas mal d'Européens qui y vivent. C'est vraiment un havre de paix et surtout, c'est une palmeraie qui est encore verdoyante, contrairement à d'autres palmeraies du Maroc. Je connais notamment la palmeraie de Zagora, alors qui a été à la fois atteinte par une maladie, les palmiers se sont complètement abîmés, mais en même temps il y a un manque d'eau terrible là-bas. Ici il y a encore de l'eau, il y a de l'eau qui se trouve à 24 mètres de profondeur, ce qui n'est pas trop profond, ce qui fait que les gens ont de quoi vivre dans cette oasis et de quoi cultiver. Alors qu'est-ce qu'ils cultivent? Ils cultivent essentiellement des fruits, des légumes. On y trouve des abricots, on y trouve des amandiers, on y trouve des bananiers, on y trouve des dattes évidemment, et puis des navets, des carottes, des légumes. Et donc les gens vivent plutôt bien ici, et je crois que dans cette palmeraie, il y a de l'avenir, et je crois que certains Français, et peut-être aussi d'autres, il y a des Italiens, ne s'y sont pas trompés et se sont installés là, ont construit leur maison, pas mal de maisons en pisé, alors modernisées parce qu'on y met des parpaings et on recouvre ça de pisé, mais c'est vraiment un coin qui est charmant. Quand on voyage, on a forcément des coups de cœur, et un de mes coups de cœur, c'est la petite ville de Tarfaya, qui est juste au-dessus du Sahara occidental. Petite ville dans laquelle Antoine de Saint-Exupéry, à l'époque de l'Aéropostale, passa plusieurs mois comme chef d'escale. Imaginez un peu que sur cette plage atterrissaient les avions de l'Aéropostale il y a plus de 80 ans, 90 ans maintenant, dans les années 30. Et c'est à Tarfaya, on appelait ça Cap Juby avant, c'est à Tarfaya que Saint-Exupéry a été nommé chef d'escale. Effectivement, les avions de l'Aéropostale qui rejoignaient Saint-Louis au Sénégal avant de repartir sur l'Amérique du Sud, atterrissaient ici. Ils étaient obligés pour des raisons techniques d'atterrir ici. Et tous les ans, vous avez des pilotes amateurs qui font de l'avion par plaisir, qui viennent rendre un hommage à Saint-Exupéry sur cette longue plage. Je suis donc dans ce secteur qui est un endroit où le désert touche l'océan Atlantique. D'un côté le Sahara,
de l'autre côté l'océan Atlantique. C'est un endroit complètement perdu, il n'y a pas grand monde, mais qui est chargé d'histoire, puisqu'effectivement, vous avez ici un ancien fort espagnol, et un peu plus loin, vous avez une maison qui est un petit peu dans l'océan et qu'on appelle la Casa, et c'est là que les Anglais avaient établi une tête de pont avant que les Espagnols ne viennent prendre la relève avec leur fort. J'ai eu l'occasion de visiter le musée Saint-Exupéry, qui retrace l'histoire de cette fameuse aéropostale avec Saint-Exupéry comme principal acteur. Alors sachez que c'est ici, s'agissant de Saint-Exupéry, qu'il a écrit Courrier Sud. C'est probablement et même sûrement ici qu'il a été inspiré pour écrire Le Petit Prince, puisque, comme il le dit dans plusieurs de ses ouvrages, le désert, la solitude, le calme des lieux, la beauté des lieux, la fascination des lieux a probablement eu pour effet de l'inspirer dans la rédaction du Petit Prince. Je chemine maintenant sur la partie côtière du Sahara occidental en direction de l'Aïoun. Alors 2 mots sur le Sahara occidental. C'est un territoire de 266 000 km², grand comme près de la moitié de la France. Il est revendiqué suite au départ des Espagnols et depuis 1975 par le Maroc et les indépendantistes sahraouis du Front Polisario. Alors pour l'heure, en dépit du statut non résolu de ce territoire, le Maroc y impose sa souveraineté. Il contrôle à peu près 80% de cette zone saharienne et les principales villes côtières comme Dakhla, Boujdour et La Aïoun. La Aïoun, j'y suis resté 3 jours, le temps de m'imprégner de l'ambiance particulière d'une ville entièrement modelée par le Maroc, pour les Marocains. Il y a un vent phénoménal. De temps en temps, le sable se répand sur la route. Je suis donc sur un long ruban de bitume qui rejoint la Mauritanie au sud et Tanger au nord. D'un côté, j'ai le désert et de l'autre, j'ai l'océan Atlantique. C'est pas très plaisant de rouler sur cette route quand le vent souffle comme il souffle. Il y a très peu de circulation, il y a très peu de touristes, il y a beaucoup de camions. Et je vous garantis que lorsque je croise un camion ou lorsqu'un camion me double, ça fait assez drôle sur la bécane, ça guidonne un peu et donc je roule vraiment très doucement. Vous imaginez bien qu'avec le sable qui s'infiltre partout, le nettoyage de la chaîne s'impose assez souvent. Et pas seulement, la moto aussi, je l'ai lavé quelques fois. Quand on arrive, on a une impression assez particulière puisque c'est un conglomérat de maisons assez basses, de couleur ocre, qui sont comme ça regroupées les unes sur les autres ou les unes à côté des autres au pied de l'Anti-Atlas.
Et quand on arrive dans la ville, on est complètement étonné par l'extrême animation qui règne. Effectivement, hier soir, je me suis baladé dans le centre-ville et il y avait un souk, un marché, donc dans le centre-ville, partout, les trottoirs étaient remplis de gens qui vendaient, des marchands ambulants. Il y avait des fruits, des légumes, mais pas seulement. Il y avait également des bijoux, des sacs, des chaussures, bref, un souk. Ben voilà, après le Sahara occidental, après le vent, la mer, je suis donc remonté sur Guelmim, au nord du Sahara, et de là, je suis allé directement dans les montagnes de l'Anti-Atlas, et j'ai fait une halte à Tafraout. Et à Tafraout, vous avez à une trentaine de kilomètres une oasis qui est magnifique. Voilà, mais écoutez, c'est toujours un peu difficile de trouver les mots pour décrire ce qu'on ressent dans ce décor. Il y en a qui disent que c'est sublime, d'autres que c'est des paysages à couper le souffle. Il y en a qui disent encore qu'ils se régalent dans une telle ambiance. J'ai pas de mots, mais j'ai une expression de Romain Rolland qui parlait de sentiments océaniques pour décrire un peu cette sensation qu'on a dans des environnements, dans des immensités comme celle-là, ce sentiment de plénitude. Donc là, je suis en plein désert, je suis au sud-est du Maroc. Je viens de quitter Foumsguid, je me dirige vers Tata. Il fait bien chaud, encore une fois, et vous voyez, c'est franchement désertique. Alors il y a un ruban de goudron qui permet effectivement de rouler confortablement avec la Royal Enfield, mais de part et d'autre, il y a un petit peu de sable et puis il y a des espèces d'épineux. On sent bien l'ambiance saharienne dans ce décor aride, où effectivement le gros problème c'est l'eau. Effectivement, de plus en plus de gens qui étaient avant des nomades refluent vers les villes, ou en tout cas vers les petites villes, et Foumsguid en est le bel exemple, puisqu'effectivement beaucoup de nomades sont venus habiter à Foumsguid ou aux alentours, ce qui fait que ce petit village, ce petit douar est vraiment devenu une ville avec une école primaire, un collège, un lycée. Voilà. Eh bien écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt. Allez, salut!
Alors je profite d'être à Ouarzazate pour visiter l'oasis de Fint, là où ont été tournés des films célèbres dont je ne me rappelle plus le titre d'ailleurs. Et cette oasis, c'est tout au fond d'une cuvette. Alors la descente, c'est une piste, donc je vais descendre et puis à tout de suite. Il y a 1200 habitants pour les 4 villages. Et chaque village il a son nom. Il y a le premier village qui s'appelle Wenger, le deuxième village qui s'appelle Timoula, et le troisième ici qui s'appelle Taharbil, et le quatrième c'est Belrizi. Les gens, avant, ils sont tous qui travaillent juste de l'agriculture. Parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de motos, il n'y a pas de voitures. Après, les gens qui travaillent juste de l'agriculture, on pousse tous les légumes, un peu de fruits, les dattes et tout. Pour vendre aussi au souk, pour ramener les choses qu'on n'a pas à l'oasis de Fint. Les hommes ils sont partis de la grande ville pour chercher le travail, pour ramener les choses qu'ils ont besoin. Il y a aussi les gens qui restent encore de l'agriculture. Il y a aussi les gens qui travaillent avec les touristes. Maintenant, chacun a son travail. On a de la chance parce qu'on a de l'eau sur la rivière là. Et tout le temps, on a de l'eau. Il y a les places qui restent secs parce qu'il n'y a pas de l'eau, mais il y a les places qui restent tout le temps de l'eau. On va rester ici et travailler tranquille, sinon, et après, on va aller à les grandes villes pour travailler aussi. C'est comme Casa, Rabat, Agadir, Marrakech. Après Ouarzazate et l'oasis de Fint, je me dirige maintenant dans la vallée de Lounila, vers Teloet et le col du Tishka. C'est par là que passaient les anciennes caravanes venant d'Afrique noire. Ici, c'est un autre Maroc qui se donne à voir, celui des montagnes du Haut-Atlas, avec ses couleurs ocre-rouge, ses kasbahs, ses villages accrochés à la montagne. Au bout de cette petite route qui serpente dans la vallée de Lounila, je vais rejoindre la voie principale qui relie directement Ouarzazate à Marrakech. Puis je franchirai le col du Tizin Tishka qui culmine à 2260 mètres d'altitude. En redescendant sur Marrakech, j'ai la sensation de laisser derrière moi une partie de moi-même et aussi un pays qui a fait le choix de la modernité sans rien renier de son passé. Je garde en mémoire les images d'un monde au paysage fabuleux, rempli d'espoir et d'humanité.